Donc, on va ouvrir le débat. Si vous avez des questions, juste on tient à vous informer donc qu'il y aura un atelier juste après la pause café. Donc les chefs d'entreprise vont exposer leurs difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur opération de recrutement. Donc, pour nous dire quelles sont les attentes de recrutement en termes de formation et également en termes de compétences requises pour accéder aux métiers dominants et déficitaires à leur entreprise. Après, donc, le représentant de l'université et de la formation professionnelle, donc, vont nous donner, donc, nous donner leur vision sur les formations ou bien les propositions qui peuvent être faites par rapport à vos expositions. Et en même temps, donc, on ouvre le débat si vous avez d'autres questions à poser. أنا أريد أطلب من زميلي في قطاع التكوين المهني الحقول نسبة تقريبا 70% من التكوين عن طريق التمهين. أود معرفة ما هي الاختصاصات المهيمنة في هذا نمط التكوين، اختصاصات التي هي في المراتب الأولى والثانية والثالثة لكي تكون لدينا نظرة واسعة وشاملة حول نمط التكوين عن طريق التمهين في ولاية بجاية. وشكرا. Pour cette question. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit le mode de formation par apprentissage le moins coûteux, effectivement, c'est pas la finalité réelle. Actuellement, lorsqu'on parle moins coûteux, dans le sens que c'est le mode optimal. Lorsqu'on parle d'optimal, il faut entendre optimiser toutes les ressources. Donc, j'optimise le coût financier, j'optimise même ce qu'on appelle le coût informationnel. Donc, c'est le mode qui donne plus d'avantages aux stagiaires d'avoir le savoir-faire et le savoir-être simultanément. Et d'autre part, même sur le coût financier, ça coûte beaucoup moins cher que de former un stagiaire en résidentiel. Et maintenant, si je ne me trompe pas, cher, vous m'avez, M. Sahawi, donc quelle est la situation de l'apprentissage dans la wilaya de Bijaya par rapport aux autres? Les spécialités يعني التخصصات اللي جاء في المرتبه الاولى في قطاع التمهين عندك لي ستاجير 70% en mode formation apprentissage. Très bien. Quelles sont les spécialités qui prédominent في les entreprises? Très bien, très bien. J'ai fait une petite analyse concernant l'ensemble des métiers assurés dans la wilaya de Bijaya. J'ai identifié les top 10. Les top 10 dans les 422 métiers. Et vous êtes un petit peu surpris. Donc on a le premier métier dominant dans la wilaya, c'est la plomberie. La plomberie. Il y a la cuisine de collectivité. Il y a le troisième, parce que plomberie sanitaire, ça fait deux, sanitaire et gaz. Donc il y a plomberie et gaz. Il y a ce qu'on appelle cuisine de collectivité. Il y a certains autres métiers dans le domaine de couture. Couture, hein, dans le domaine de la couture. La coiffure, femme, il fait partie des 10. Dans le domaine d'électricité, tout à l'heure j'étais un petit peu surpris lorsque notre collègue a cité il y a un manque. L'électricité, nous formons assez. D'ailleurs même, et la peinture. Donc, globalement, cher, donc j'ai cité quelques-uns parmi les top 10. Hein. Mais à titre d'information, Bijaya, actuellement, on est classé en première position proportionnellement, c'est pas dans l'absolu. Donc, si on relativise ce qu'on fait par apprentissage par rapport à l'ensemble des formations diplômantes, j'assume, et je confirme d'une manière officielle, on est en première position au niveau national. Autrement dit, Bijaya est classé numéro 1 en matière de taux d'apprentissage dans la formation professionnelle. Merci. تفضلي مدام سعدي. في كاس كان ميكرو صحيت ساعة
Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les trois intervenants pour leur communication très riche en informations. Donc, j'aurai une question pour chaque communicant. La première, elle est adressée à Monsieur le directeur de l'AOM. Je voudrais vous poser une question sur les CID. Ils sont censés être des contrats d'insertion pour préparer les jeunes diplômés à une vie professionnelle. Malheureusement, le constat actuel, c'est que c'est ce qu'on peut appeler le provisoire qui dure. Parce que actuellement, quand on voit des jeunes plutôt ils sont plus des jeunes. Quand on trouve des gens qui travaillent avec un contrat pendant 6 ans et qui touchent 15 000 à 10 000 dinars, je pense que ça devient désespérant pour ces jeunes diplômés qui sont devenus des anciens diplômés et des pères et des mères de famille. Est-ce que le ministère du Travail a fait une réflexion sur ce système et essayer de trouver une solution, parce que quelque part quand même il y a une défaillance, parce que quand on trouve des gens avec 6 ans, 7 ans de contrat, quelque part il y a un problème, un sérieux problème. Donc voilà, ma deuxième question elle est adressée à monsieur le responsable du bleu, monsieur Alkama. Donc pensez-vous que si l'université s'ouvre plus pour les licences professionnelles et les masters professionnels, est-ce que nos jeunes étudiants auront plus de chances de trouver un emploi? Ma troisième question, elle est adressée à monsieur le directeur, monsieur le représentant de la formation professionnelle. Vous nous avez montré un tableau avec les formateurs et les branches de professionnels. On aurait aimé avoir le nombre d'étudiants dans chaque spécialité. Aussi, je pense qu'il y a certaines spécialités qui manquent et dont l'administration a vraiment besoin. Par exemple, hygiène et sécurité, accueil et réception, et aussi standard. Donc, je ne sais pas si c'est une réduction qui est faite par rapport au manque d'emploi ou voilà. Et je vous remercie. Shukran. Donc, merci. D'abord, les dames d'abord. Bonjour. يعني هل تفضلوا سؤال إجابة أم نجمع كل أسئلة ثم نشرع في إعطاء الإجابات؟ إذن سؤال جواب مثل بين ثانويات في الجامعات. Donc merci. Parlons de durée de contrat d'insertion, 3, 6 ans, 7 ans, et ainsi de suite. Donc, je tiens à vous informer, juste avant le lancement du dispositif, c'est-à-dire avant l'année 2008, on recevait des offres d'emploi dont ils demandaient une année uniquement d'expérience qu'on n'arrivait pas à satisfaire. Et l'employeur n'avait pas de quoi financer cette période-là. Il nous dit, je veux quelqu'un opérationnel sur place avec une expérience. Donc quand même le dispositif a aidé ces jeunes-là pour d'acquérir une expérience professionnelle. En même temps, nos jeunes qui sont dans le cadre de l'insertion, ils doivent changer de la façon de voir les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dans l'assistanat, compter sur l'État, je suis là, je suis dans tel endroit, j'attends qu'on me propose. Ils doivent être actifs. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a un manque d'informations. Normalement, on va vers l'accompagnement plus qu'avant. Donc, il doit être actif, il doit faire ses recherches personnelles, connaître le bassin d'emploi, connaître les métiers les plus porteurs pour essayer de s'adapter. L'objectif même de cette conférence aujourd'hui, c'est pas uniquement d'exposer, c'est bien d'essayer de trouver des terrains d'entente, c'est-à-dire trouver des solutions peut-être pour des formations accélérées, des stages pour des gens qui ont des métiers qui ne sont pas demandés par le marché de l'emploi, une formation accélérée afin de s'adapter avec un métier qui est plus demandé dans notre wilaya ou bien dans le bassin d'emploi pour changer de métier. Donc là, c'est aussi aux demandeurs d'emploi de changer un peu leur façon de voir les choses. D'essayer de faire des efforts, ne pas rester là. Essayer d'aller vers un métier, vers un secteur plus porteur.
Mais non, il y a quand même... On a des offres qui sont affichées là, maintenant, à l'instant. Donc, je vous parle, si vous allez à l'agence, vous allez trouver des offres d'emploi qui sont affichées pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des gens qui travaillent. Ils préfèrent rester travailler à 15 000 dinars que travailler pour 25 et 30. Pour lui, c'est un risque. Donc, entre parenthèses, rester à un contrat donc ouvert à 15 000 dinars, pour lui, il va risquer, entre parenthèses, d'aller vers une entreprise. Alors, c'est le contraire. Il doit aller vers le secteur économique, vers une entreprise pour se développer, et après il va développer sa carrière peut-être dans cette entreprise même où il a peur d'y aller. Donc là, on parle de l'auto-recherche, c'est-à-dire les demandeurs ou bien même les gens qui sont insérés doivent faire des efforts pour trouver des postes. Dans d'autres, l'ANEM, elle est là, elle est comme intermédiaire, elle peut lui fournir des informations, l'informer sur le bassin d'emploi, mais lui aussi, il doit faire des efforts quand même pour trouver donc un autre poste qui est plus adéquat pour son diplôme ou bien pour son niveau. Merci. للإضافة فقط ليعلم الجميع أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ليست مسؤولة عن إيجاد وظائف للطالب العمل، فهي مسؤولة عن وضع سياسات التشغيل من حيث تشجيع المؤسسات الاقتصادية، من حيث وضع أرمدة من القوانين التحفيزية بالنسبة للقطاع الاقتصادي. البطالة أو العمل لا تحله الوظيفة العمومية بقدر ما تكون المؤسسة الاقتصادية هي التي تخلق تلك الوظائف لتطوير الاقتصاد الجزائري. أما فيما يخص عقود العمل الإدماج فهي عقود تندرج في السياسات التحفيزية التي أقرها برامج الحكومات المتعاقبة للتكفل بمشكلة البطالة، من حيث تعطي الفرصة لطالب أو لموظفي التكوين خارج التكوين المهني أن يجدوا عملا لمدة معينة لاكتساب الخبرة للولوج إلى الشركات الاقتصادية. نحن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كل طالبي العمل متمسكين بالقطاع الوظيفة العمومية، ناهيك عن كل العروض التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية. فهم يقولون نحن نعمل على مستوى الدولة، والدولة كما تعلمون فهي عبارة عن وزارات، والوزارات متمسكة ببرامج مع وزارة المالية لإيجاد مناصب عمل. إذن ليس كل خريج جامعة يذهب إلى الوظيفة العمومية، هناك قطاع اقتصادي، هناك قطاع سياحي، هناك قطاع فلاحي، هناك قطاع خدمات يستوعب عدد كبير من طالبي العمل. لكن للأسف الشديد نجد البعض متمسك بذلك العقد على مستوى القطاع الإداري ولا يريد نهائيا الذهاب إلى مناصب تقترحها المؤسسات الاقتصادية. وشكرا. السؤال الثاني تفضلي السيدة المحترمة. Ok. Donc merci madame. Ah oui, oui, vas-y. Oui, donc par rapport à la question donc, sur les formations professionnalisantes, est-ce qu'elles préparent mieux? Bon, c'est normal, parce que la nature même de la formation qui se base sur les compétences, les 3S comme on les appelle, savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc les formations pratiques, elles préparent mieux
l'étudiant pour être opérationnel dès la fin de ses études. Déjà, premièrement, la nature de la formation, mais aussi la contribution qui est très grande des entreprises, parce qu'il y a les stages obligatoires et il y a le projet de fin d'études qui se fait en entreprise. Alors, on avait dit tout à l'heure que, en moyenne, une entreprise, elle consacre entre 6 à 12 mois pour former un nouveau diplômé recruté pour qu'il soit opérationnel. Mais là, il va être formé durant ses études. Et d'ailleurs, ces formations professionnalisantes sont encouragées actuellement donc, par les pouvoirs publics, justement. Donc, merci, madame, pour votre question. Donc, vous m'avez parlé de trois spécialités: standardiste, hygiène, sécurité, accueil. Très bien. Avant de répondre à cette question, justement, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je n'ai pas détaillé la répartition des effectifs. Donc, le premier semestre 2017. Dans l'apprentissage, nous disposons de 6 891 apprentis. Dans, à titre illustratif, on a 1248 dans le secteur de bâtiment. 1200. Dans le domaine des TAC, les techniques administratives et de gestion, on est à 1397 apprentis. Dans tout ce qui est spécialité électricité, électronique, 957. Ainsi de suite. Pourquoi on ne forme pas désormais? Concernant les standardistes, il y a une directive dans la formation professionnelle que cette spécialité est destinée exclusivement aux non-voyants. On les forme. Déjà, je pense qu'on est à la 4e promotion au niveau du CFP à garçons. D'accord? Donc, c'est une spécialité prioritaire aux non-voyants. Concernant environnement, hygiène et sécurité. D'accord? On a lancé une formation. Donc, on a ce qu'on appelle, on a lancé ce type de formation de niveau 5 au niveau de l'INCP des Haddaden. Par ailleurs, concernant effectivement l'accueil, c'est pas qu'on ne forme pas. Parce que nous, on est conditionné par les spécialités de la nomenclature. Donc, on ne peut pas former ça peut être une compétence dans la formation de la GRH. Mais former spécialement dans l'accueil et orientation, effectivement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la dénomination de l'intitulé ne répond pas dans le profil de la nomenclature de la formation professionnelle. Je profite tout à l'heure, justement, lorsqu'il a parlé, M. Al-Kama, sur la compétence, je peux aller un peu plus loin. Même actuellement, il faut admettre une chose. La seule chose qui ne change pas dans l'univers, c'est le changement. Il est impératif de s'adapter. Donc, on a dépassé la dimension de la compétence, non seulement le savoir-faire, le savoir-être, plus le savoir-devenir. Donc, il faut être beaucoup plus proactif actuellement que passé pour ne pas subir ce changement. Et là, je suis tout à fait d'accord. Peut-être c'est une lecture personnelle. Je pense il faut changer de vision. Même dans le lancement des formations, il faut actualiser les compétences. Parce que l'environnement change impérativement, donc il y a lieu justement de réfléchir à ce type de compétences, particulièrement dans le domaine des services. La vitrine d'une prestation de service, soit dans la fonction publique, soit dans les établissements publics, c'est l'accueil que représente. Donc de ce, je suis tout à fait d'accord de penser sur ce. Merci. Bonjour. D'accord. Bonjour, c'est Madame Kacher, je suis collègue de M. Souda. Et juste pour rejoindre et compléter ce qu'il a dit M. Souda, effectivement, que le secteur de la formation professionnelle, il y a une nomenclature, donc tous les secteurs d'activité peuvent proposer des spécialités pour enrichir cette nomenclature. Si, par exemple, vous voyez effectivement que il n'y a pas une demande qui est exprimée. Ça d'une part. Mais moi, j'interviens pour poser 3 questions pour les 3 communicants. Je commence d'abord par le représentant de la formation de la direction de l'emploi
et surtout le chef d'agence. Effectivement, en ce qui concerne le marché de l'emploi, quand on est en pleine crise économique, et vous nous avez présenté une communication certes intéressante, c'est des modalités, c'est des dispositifs de l'emploi, mais simplement on aurait aimé avoir des chiffres réels en matière, c'est-à-dire dans le cadre du pourcentage sur les secteurs d'activité. Quels sont les secteurs où il y a un recrutement qui se fait, c'est-à-dire il y a une offre d'emploi qui est conséquente, comme le bâtiment, comme l'industrie, comme les services et tout. C'est-à-dire là, il fallait quand même qu'on ait quand même une fiche technique réelle de la wilaya de Béjaïa. Parce que ce qui est paradoxal, quand on parle effectivement d'emploi et recrutement, on voit effectivement qu'il y a un nombre considérable d'emplois, de demandeurs d'emploi. Il y a des offres d'emploi qui ne répondent pas effectivement à toutes les demandes. Ce qui est paradoxal effectivement, c'est qu'un nombre considérable d'offres d'emploi refusées par les demandeurs. Donc là, on aurait aimé avoir un chiffre de la wilaya de Béjaïa. Parce que quand même, quand on voit le secteur du bâtiment, il y a une offre d'emploi qui est présentée, mais les demandeurs refusent, ils dédaignent ces postes de travail. Ça, je ne vais pas rentrer dans l'analyse. Bon, je pense quand même l'assistance ici peut en trouver, je peux en dire, mais on peut en parler lors des ateliers. Et le deuxième point, c'est le secteur de l'industrie. Effectivement aussi, il y a des offres d'emploi, mais les gens préfèrent aller dans le secteur public que le secteur privé, par exemple. Ça aussi, c'est un problème. Il y a des refus d'emploi. Et aussi dans le secteur des services aussi, il y a de moins, c'est-à-dire des gens, même s'il y a des offres d'emploi, mais simplement, c'est-à-dire les gens ne partent pas parce que c'est par rapport à l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire, on peut trouver la formation qui peut être inférieure ou carrément la prestation du poste de travail qui ne répond pas. Donc, la question se pose là-dessus. Donc, on aurait aimé avoir des chiffres concrets par rapport à tous ces secteurs-là. Ça, d'une part. Et bien sûr le secteur de l'agriculture qui est le parent pauvre des demandeurs d'emploi, et parce que c'est dû aussi un peu, pour tout le respect que j'ai pour les collègues de l'agriculture, c'est un peu le manque d'organisation. Ils sont pas aussi, il n'y a pas de dispositif où pour avoir comme on appelle la carte bleue, c'est-à-dire ils sont pas inscrits pour qu'ils puissent prétendre, parce que c'est pas organisé, donc pour qu'ils puissent prétendre à être demandeurs d'emploi et de faire des offres d'emploi. Ça d'une part. Et maintenant pour le deuxième point effectivement, c'est d'essayer effectivement, pour là je m'adresse à monsieur le représentant de l'université, c'est qu'effectivement quand on voit un étudiant qui est major de promo en Algérie, dans une université algérienne, et quand il se retrouve dans une université étrangère, et il se retrouve avec un programme qui est caduc. C'est-à-dire ce qu'il a appris en Algérie, certes il est bon, mais quand il arrive à une université étrangère, le programme qui est fait en Algérie, c'est pas en adéquation de ce qui se fait dans les universités étrangères. Donc, même s'il est bon, il rencontre des difficultés, donc il est obligé de revoir certains cours de l'université étrangère. Donc là, la question se pose par rapport au programme qui est donné au niveau des universités algériennes. Donc, il est temps justement de revoir les programmes de l'université. Et pour pouvoir répondre à l'objet de cette conférence, c'est effectivement de l'implication des acteurs, les pouvoirs publics, les autorités locales, les services de wilaya, les opérateurs, en vue de réaliser une cartographie économique nationale pour offrir une meilleure visibilité aux investisseurs et mettre en relief le potentiel économique de chaque région du pays et ses caractéristiques, ce qui permettra aux investisseurs nationaux et étrangers d'étudier au mieux la faisabilité et la rentabilité de leurs projets. Alors, la démarche peut être réalisée à l'échelle de la wilaya, la daïra, la commune et un village. Cela devrait permettre de lister tous les points forts des wilayas, regrouper l'information et identifier ainsi des pôles économiques par région en impliquant la société civile qui peut être d'un apport considérable dans l'identification des besoins vu leur champ d'action dans les différents domaines. Via cette cartographie, la visibilité sera possible et bénéfique aussi bien pour le pouvoir public que les investisseurs et les jeunes entrepreneurs qui pourront choisir leur spécialisation selon les potentialités de chaque région.
Ça, c'est ce qu'il faudrait faire et arrêter une sorte de cartographie avec tous les acteurs concernés. Et en ce qui concerne la formation professionnelle, c'est de donner aussi l'importance à la formation continue. Vous l'avez si bien dit, Monsieur El Khama. J'ai aimé, c'est-à-dire votre communication. Effectivement, les étudiants qui sont recrutés au niveau des opérateurs économiques, il faudrait attendre 6 à 1 année pour justement acquérir le savoir-faire, mais l'entreprise, elle intervient beaucoup dans le secteur, c'est-à-dire dans le dispositif de la formation continue, où elle fait appel à des compétences, à des experts pour justement améliorer, perfectionner et recycler, c'est-à-dire ce personnel-là. Donc être toujours à la page de ce qui se fait sur le plan équipement et autres, et même pour les autres compétences. Donc la formation continue, c'est un créneau qui est très important, où le ministère de la Formation lui donne beaucoup d'importance, et même l'université peut effectivement faire appel à des compétences pour justement se mettre au diapason. Donc le mode de la formation continue, il est essentiel, il peut vraiment contribuer justement à être au diapason de tout ce qui se fait. Et je vous remercie. Donc je donne l'occasion à M. Benagoun de répondre à la première question de Madame la représentante de la formation professionnelle. Bon, merci. Donc pour les secteurs, donc vous les avez cités. Par rapport aux offres d'emploi enregistrées, donc on a en première position le BTPH, bâtiment travaux publics et hydrauliques, donc 34,33%. Et en deuxième position, le secteur de l'industrie, avec 33,35%. Le secteur des services, donc avec 22,94%. Et après, on a le secteur du commerce. Et en dernière position, comme vous l'avez cité, le secteur de l'agriculture, à peine 1%. Juste pour vous éclairer par rapport au secteur d'agriculture, c'est pas qu'ils n'ont pas une carte bleue, c'est pas qu'ils ne connaissent pas l'ANEM. Ils la connaissent très bien, mais juste par rapport aux caractéristiques même de l'agriculture, vous connaissez tous donc la région, elle a un caractère familial, c'est-à-dire quand c'est la saison de récolte, il y a même des fonctionnaires qui prennent le congé dans ces périodes pour aller récolter. Donc vous connaissez peut-être mieux que moi. Donc c'est la caractéristique la plus importante. Il y a quelques investissements un peu importants, si on peut le dire, donc qui recrutent, qui passent par l'ANEM, qui ont même recruté dans le dispositif, tels que les poulaillers, ainsi de suite. Donc ils ont des investissements importants, qui ont donc un profit important, avec lequel ils peuvent recruter, ils passent par l'ANEM, ils connaissent très bien l'ANEM. On a essayé de faire plusieurs journées d'information, on a rencontré, ça a été fait dans toutes les ANEM pratiquement, mais le caractère même, si on parle du revenu de l'agriculteur, donc c'est pas des grands investissements, c'est des petits investissements qui leur permettent pas de recruter pendant toute une année un salarié avec une déclaration et tout. Donc c'est un peu ça, plus qu'autre chose. Donc pour les métiers déficitaires, donc quand la majorité des jeunes qui refusent, surtout dans le secteur du bâtiment, c'est par rapport à la nature, la pénurie du travail, la nature du travail en lui-même. Donc des gens qui refusent donc le secteur du bâtiment. Des fois, c'est par rapport au salaire. Des fois, c'est par rapport à l'éloignement. Donc, tout dépend du poste de travail en lui-même. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, أنا نضيف إضافة ثانية. قطاع التكوين المهني الآن لو نستقرأ الأرقام اللي قدمها فيما يخص الابرونتيساج، التكوين عن طريق التمهين، 1375 متربص في القطاع الإداري تكنيك ادمينستراتيف جيستيون. بجاية تحتاج إلى
عمال في البناء، تحتاج إلى عمال الصناعات الميكانيكية، تحتاج إلى عمال الصيانة، تحتاج إلى عمال في قطاع السياحي، تحتاج إلى عمال في قطاع الخدمات. 1300 في التمهين. فتحنا التمهين للإدارة. الإدارة الآن كلها متشبعة لا أقول بموظفين، بجيش من الموظفين. لازم إعادة النظر في لا أتدخل إطلاقا في سياسة قطاع التكوين المهني، وإنما أطرح أسئلة. عندما نأخذ خريطة التكوين المهني ومتطلبات سوق العمل، سوق التشغيل، احنا عندنا تقريب 12,000 وحدة سكنية في وادغير لعدم وجود عمالة جزائرية متخصصة في قطاع البناء والأشغال العمومية. أعطينا كل مشروع إلى الشركات الصينية وتركية، وجبنا عمالة من الخارج. لو أن قطاع التكوين المهني والمؤسسات كذلك، حتى المؤسسات في قطاع البناء، لو أن اتخذت الأسبقية وطلبت من قطاع التكوين المهني بتكوين موظفيها عمالها، لكن من الأهمية بمكان أننا نوفر هذه العمالة لقطاع البناء، لقطاع الأشغال الري، خاصة أشغال الري. عندنا أكبر سد على مستوى أقبو تيشيحاف، العمال المتغان في الري ما لبيناش طلبات المؤسسات التي دخلت في إنجاز وكذلك تسيير هذا السد. فلهذا لازم نوجد مقاربة ما بين ما توفره مؤسسات وما تطلبه المؤسسات وما يوفره قطاع التكوين المهني وقطاع الجامعات لإيجاد حلول فورية ومناسبة للتكفل بهذه الفئات الخاصة. وشكرا. Merci Madame Kacher donc pour cette question sur les programmes, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord que c'est la faute au programme, parce que les programmes qui sont prévus dans les formations à l'université algérienne sont des programmes qui sont tout à fait actualisés et qui sont actualisés pratiquement chaque 6-7 ans, on revoit les programmes. Et grâce à l'Internet, alhamdoulilah, on prend tout ce qui se fait. Vous savez, quand on fait... moi, je suis responsable du domaine sciences et technologies. Je suis en charge des programmes, justement, de technologie. Le dernier semestre de master va se faire le mois prochain. Donc, on les a refaits. Et qu'est-ce que l'on fait? On doit regarder tout ce qui se fait ailleurs. En France, au Canada, en Angleterre, etc., pour s'inspirer et faire des programmes que l'on va bien sûr adapter à la réalité algérienne. Le problème qui se pose, donc, ce n'est pas les programmes, c'est la réalisation des programmes. Premièrement, il y a le temps pédagogique. Il ne faut pas se cacher. Le temps pédagogique qu'on utilise est très insuffisant à cause des grèves, du démarrage tard, etc. Donc, de toutes ces fêtes officielles ou pas officielles. Il y a dans le système LMD le travail personnel qui représente 50% du volume horaire. Eh bien, ce travail personnel de l'étudiant n'est pas effectué. Malheureusement, il n'y a jamais eu de formation pour encadrer ce travail personnel. Voilà pourquoi nos étudiants trouvent quelques difficultés, pas tous. Moi, je vais vous dire que les étudiants que je recommande, ils réussissent
nous avons nos diplômés de Béjaïa sont de par le monde entier. Ils ont fait des doctorats. Il y a même des directeurs de laboratoire, des directeurs d'entreprise. Mais malheureusement, au début, il y a une difficulté d'adaptation parce que l'étudiant, il a l'habitude d'être considéré comme un assisté. Il arrive là-bas, il prend ses responsabilités. Voilà la formation présentielle, voilà le travail personnel. Voilà, je vous remercie. Sur la même longueur d'onde, juste, excusez-moi, Madame Kacher, on ne peut pas parler dans l'absolu. Peut-être quelque part, c'est vérifié, mais je rejoins un petit peu l'idée de M. Al-Kama. Je témoigne, je suis ici présent devant vous. J'ai eu l'occasion de passer par l'université de Béjaïa pendant 18 ans. J'ai été chargé de cours depuis 1995 à 2011. Je témoigne. J'avais un étudiant en économie de gestion, major de promo, monsieur Etidir, qui habite Tassest. Il a été reçu par le ministre. Donc, il est inscrit d'office pour magistrat Béjaïa, où il avait l'intention de partir ailleurs. Je vous assure qu'il est venu chez moi demander conseil. Moi, je lui ai orienté de rester en Algérie. Vis-à-vis des moyens financiers, lui, il a pris un autre tournant, Rah France. Donc, il avait un mois de retard par rapport à ses collègues. À la fête de l'Aïd, en revenant pour passer la fête avec ses parents, le premier semestre achevé, il est classé major de promo, il a talonné le deuxième par 2 points. Je témoigne. Et pour vous dire, ce n'est pas réellement tout ce qui est chez nous, il y a des compétences, et il y en a d'autres. Ça, c'est un témoignage réel. Concernant juste un petit commentaire, monsieur Sahawi. Concernant les tags, les techniques d'administrative de gestion. Il fallait comprendre, lorsqu'on parle tags, ce n'est pas uniquement la ressource humaine, l'administration GRH. Non. Les tags, à l'intérieur, on a au minimum 20 spécialités dans la gestion des stocks, la comptabilité, archives, marketing, etc. Je suis tout à fait d'accord pour certaines spécialités telles que GRH. C'est vrai, c'est des choses qui existent chez nous. Mais à titre d'exemple, actuellement, le responsable de formation de Condia m'a sollicité, est-ce que vous avez un groupe à place en apprentissage dans la gestion des stocks? Je n'ai pas de gestionnaire de stock. Et d'autre part, n'oubliez pas que la formation professionnelle, elle a 2 missions. On répond à un besoin économique, on doit former selon les besoins du secteur. Et d'autre part, il y a une demande sociale qu'on doit couvrir. Et dans ce sens qu'on a, c'est vrai, c'est une aberration de mettre le 1300, mais est-il qu'on doit les former. Et tout ce qui est tag, la quasi-totalité, c'est des filles. Donc justement, ils condamnent pour certains métiers, donc ils préfèrent de faire des métiers dans la bureautique, dans le secrétariat, dans l'informatique, dans le marketing, dans le commerce international, ainsi que agents de dédouanement, etc. Je pense, donc, il y a certains métiers, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on aurait dû éliminer et de laisser ça pour l'université, mais il y a d'autres spécialités, il est toujours intéressant de les former. نزيد الاخ الكريم ثم on va faire une pause café on va reprendre les travaux تاعنا. شكرا جزيلا. Premièrement, je suis très content parce que je connais au moins 2 personnes qui ont donné les conférences, M. Al-Kama et M. Al-Aggoul, qui m'ont bien reçu. Je vous remercie infiniment. Voilà. Je vais poser mes questions, mais ce n'est pas des questions, à vrai dire, c'est des problématiques. Parce que le problème n'est pas dans les problèmes, mais dans l'accumulation des problèmes. Quand les problèmes s'accumulent, ça devient une crise. Nous, on نعيش في أزمة. الأزمة هي مجموعة مشاكل لم تحل في وقتها. Le secteur de M. Al-Aggoul, il subit la non-coopération entre l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il faut le dire. Ils reçoivent, ils subissent ce qui se passe. J'avais une expérience en enseignement supérieur, je donnais des vacations en anglais.
ودرك راني خرجت للسيكتور تاع بتروليي وهذيك ولا شاسو وكذا. Je vais vous donner deux images cinématographiques. À l'époque où j'étais vacataire ici, il y avait une délégation canadienne qui vient ici à Béjaïa. Il y avait le monsieur de la délégation canadienne ou le chef de département, je ne cite pas le nom. Quelle formation d'Artenta? Ingénieur. Qu'est-ce que vous faites? Chef de département. Engineer and you are the chief of department. شو هذا؟ قالوا الانجينيور في الجامعة. وش درت؟ قالوا درت ماجستير. قالوا احنا سي ان اوتر باركور الانجينيور. سي ان اوتر باركور. Eh bien, là, dans il y a beaucoup d'ingénieurs, normalement, dans l'économie, dans l'industrie, ils sont des chefs de département, ils préparent le doctorat. C'est un autre parcours, l'ingénieur docteur. خويانا تخرج من قسمتين في الشيمي entre 2000 et 2005. Quand il était recruté في إيفا تاع l'Italie في البتروليي سألوا السؤال هذاك واش قال له؟ قال له من 2000 2005 واش درت؟ قال له ingénieur. قال له vous n'avez pas quitté la classe درت des stages؟ قال له non من 2000 2005 ingénieur. d'état يا دين الله. قال vous êtes sûr؟ ok قال je suis sûr. le crayon stylo. il était étonné avec ta Eva. Donc, خويا واش يخدم؟ يخدم في عمان، il est bien payé, il a fait 2 villas، بصح شو؟ ويليام هذا الامريكاني واش قال له؟ قال له الانجينيور تاعنا احنا ما يجيش لنا، vous êtes un opérateur. قال له انا ويليام opérateur. قال له c'est décevant un ingénieur algérien est recruté comme opérateur. صح هو يدي $2000 في الجزائر، il est bien très bien، j'ai de l'argent عنده الحمد لله خويا وجو سوي فيار انه بصح من حيث انه opérateur قال له راك opérateur. وفي ورقله أنا رحت في ورقة الأيامات هذه pour savoir les sociétés étrangères كيف يشوفوا. أنا حرت في حاجة. أنا كونديا بعثتني à chasseur superviseur pendant 6 mois. أنا j'étais favorisé ندخل un chasseur على واحد ماستر à chasseur اللي هو ولد أختي. J'étais vraiment étonné. Et ça soulève le problème de les écoles privées, les former, les attestations, DFP, en même temps, mais je reconnu, en même temps reconnu les sociétés étrangères. Donc, أنا formetni كونديا بعثتني à chasseur 6 mois, تفورمي توجيت، ومن بعد دخلت نفطال ولوكا جي ديميسيوني ما يهمش. ليسونسيال كي رحت للصحراء دانييرمون لقيت باللي أنا بلو فافورابل على خويا دار ولد أختي دار أشاسو في قسمتينا ماستر. شي فاي ندخل عليه حشمت عم بالك حشمت قلت ايوا كيف انا درت اون الترنانس كونديا اشاسو عند مسيو باكور سي ان غران مسيو عنده كان في الامريكان من 69 راح الامريكان ومعروف بزاف في لاشاسو. قلت كيف اون الترنانس درت 6 موا انا ومدير اونجلي قبل انا ما عنديش فورماسيون ولد اختي ماستر كذا. حشمت قلت له واش شمس الدين ادي البوست ليك وجبت روحي وجيت روحت لهنا وراني قدامكم. لا جو فو ريميرسي.